À tous. Alors, je m'appelle Augustin Morieux, je suis, étudiant en double diplôme école d'ingénieur et en même temps je fais un Master of Science à Schema Business School et où je me spécialise en transformation digitale. D'ailleurs, nous allons organiser au milieu octobre avec Féminin Pluriel la rencontre entre moi et la directrice du Schema pour expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Et nous nous sommes dit, avec Marianne Esten-Chauvin, que cela pourrait être intéressant de faire aujourd'hui une introduction sur l'intelligence artificielle, mais ceci par une voie un tout petit peu différente, passer par un chemin de traverse. Alors du coup, pour ce faire, je vais essayer de vous raconter une histoire. Voilà, donc je vais vous raconter mon histoire par l'intelligence artificielle pour vous montrer un peu l'étendue de ce que c'est. Alors du coup, l'année dernière, j'ai eu la chance d'étudier à l'université de King Mongkut Technology Tamburi en Thaïlande. Alors, pour étudier l'intelligence artificielle. Bon, alors du coup, moi, j'arrive avec mon background, et lors du premier cours d'intelligence artificielle, le professeur nous dit, écoutez, vous allez devoir réaliser une intelligence artificielle. Je me dis, ça fait 4 ans que j'étudie ça de mon côté, j'ai déjà quelques projets. Donc, je montre mes projets au professeur. Et sauf que ce que je ne savais pas, c'est que c'était la première université de Thaïlande et la cinquième d'Asie. Du coup, ce que je leur proposais leur a semblé tout à fait facile, trop facile même. Alors du coup, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment j'ai réussi à réaliser quelque chose qui auparavant n'avait pas réussi à être réalisé, ce qui m'a permis et valu la chance de réaliser une conférence paper, ce qui est en fait un papier scientifique lorsqu'on a développé une idée qui n'a pas été réalisée auparavant, mais qu'on est dans une université, alors que j'ai eu un raisonnement tout à fait humain. C'est ça qui va être le plus résonnant dans la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'en réalité, j'ai eu un raisonnement humain et non pas purement mathématique. Alors dans cette histoire, nous allons essayer de nous intéresser à trois principaux axes. Le premier, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais quelle est réellement son utilité et comment on fait pour travailler avec des intelligences artificielles? Le deuxième, la stratégie de la donnée. Nous allons nous intéresser au fameux mot big data et un mot moins connu mais tout autant pertinent, good data. Comment apprendre avec peu. Et enfin, le point qui va être le fil conducteur, qui va être la colonne vertébrale de notre discussion aujourd'hui, l'importance de l'humain. Quelle est la plus-value liée à la subjectivité et le conflit de pouvoir qui s'instaure lors d'une création d'intelligence artificielle? Alors du coup, on revient à ce fameux projet. Je suis, je, suis, je viens d'arriver en Thaïlande et on me dit, voilà, tu dois faire un projet qui soit suffisamment ambitieux pour te permettre de passer ton année. Alors du coup, moi, je regarde sur tout ce qui s'est créé les 2 dernières années en intelligence artificielle et je tombe sur Edmond de Bellamy. Alors, qu'est-ce qu'Edmond de Bellamy? Edmond de Bellamy est en fait une création artistique faite par une intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils ont pris 15 portraits différents, faits par des artistes différents, et ils ont donné ces 15 portraits à une intelligence artificielle qui a réussi à créer une œuvre d'art. Alors, je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce qu'on a réussi à créer quelque chose à partir d'images. Mais ce que je me dis, c'est que ce qui pourrait être réellement intéressant, c'est d'arriver à faire la même chose, mais avec une photo non réaliste, autrement dit abstraite, mais surtout avec un seul artiste. Parce qu'en effet, là, on n'a pas d'intériorité. C'est pas vraiment, c'est juste un résumé, c'est une moyenne de plusieurs artistes. Et du coup, je me suis dit, bah, prenons un véritable symbole de l'art abstrait et qui, pour le coup, est très difficilement copiable, Jean-Michel Basquiat. Donc, street artiste, néo-expressionniste. Ce qui fait que de Jean-Michel Basquiat, c'est qu'il a réussi à produire seulement 200 peintures. Ce qui fait qu'il est réellement focalisé sur une seule branche de son art. Alors, il y a aussi là le défi. En effet, Jean-Michel Basquiat n'a produit que 200 peintures, ce qui rend le dilemme très compliqué. Donc, mon objectif, c'est tout simplement arriver à créer une intelligence artificielle
qui puisse créer de l'art, autrement dit des peintures, avec le style de Jean-Michel Basquiat. Autrement dit, je prends des peintures de Basquiat, je mets dans un algorithme et j'obtiens une nouvelle peinture. Alors, premier problème auquel je me suis heurté, c'est que du coup, je crée un bot pour aller récupérer des photos de Jean-Michel Basquiat. Et le problème, c'est qu'en réalité, il n'y en avait que 76. Pour Edmond Bellamy, il en avait 15 000. Moi, je me retrouve avec 76 images. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Du coup, je réfléchis en me disant, je peux pas faire apprendre un algorithme avec aussi peu d'images. Je ne peux pas. Du coup, ce que je me suis dit, si je retourne la photo, je garde le style, je garde le contenu et j'ai une donnée supplémentaire. Si je retourne la photo, également, etc., etc. Donc, je fais plusieurs transformations déjà sur le peu de données que j'ai pour pouvoir en obtenir plus. Ce qui me fait passer de 76 images à 532. Très bien, j'en ai déjà un peu plus, mais on est très loin des 15 000. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le GAN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un GAN? Un GAN, si vous voulez, c'est l'algorithme qui permet de créer quelque chose de ressemblant à quelque chose d'autre. On va faire encore plus facile. Il faut voir ça comme deux amis. Un qui génère, le générateur, et l'autre qui discrimine, le discriminateur. Donc le générateur, il tente de créer quelque chose, et le discriminateur va faire ça ressemble pas trop, modifie quelque chose. Du coup, le générateur va refaire quelque chose, et le discriminateur va dire ah, ça ressemble un peu plus, c'est mieux, ainsi de suite, jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble. Alors ici, par exemple, on peut voir que j'obtiens une ressemblance entre 0 et 400. Ça commence à ressembler entre 400 et 450. En dessous, on est en sous-apprentissage. Et au-dessus, on est en surapprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire surapprentissage? Ça veut dire qu'il ne cherche plus à créer du Basquiat, mais à copier du Basquiat. Et moi, je veux créer du Basquiat, je ne veux pas copier du Basquiat, je ne veux pas qu'il apprenne par cœur Basquiat, je veux qu'il puisse continuer à créer. Et il crée du coup entre 400 et 450. Génial. Et alors du coup, ce qui est réellement intéressant, c'est que, bon alors voilà, là vous pouvez voir par exemple quand on parle de big data, en réalité là on a beaucoup de paramètres. Ici par exemple nous avons 18 millions de paramètres, ce qui fait qu'en réalité ça m'a pris environ 16 heures pour créer une seule image. Mais alors du coup ce qui est réellement intéressant, c'est quand on obtient ça. Moi à ce moment-là j'ai eu l'impression d'être en communion avec Basquiat. J'ai eu l'impression de pouvoir entendre l'intériorité de Basquiat. Dans cette image, ce qui est réellement intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a les couleurs de Basquiat et on commence à avoir ce petit personnage noir que l'on retrouve très souvent chez Basquiat. Alors du coup, les bons côtés, c'est que j'ai réussi à créer, mon algorithme a réussi à créer une image tout seul, sans moi, et on reconnaît le petit personnage noir ici. Sauf que je suis réaliste, je mise mon année de master là-dessus, c'est pas avec une tâche que je vais pouvoir réussir mon année. En effet, j'ai une mauvaise résolution et on n'a pas le style de Basquiat. Alors du coup, là, je me retrouve face à un problème. Parce que, en réalité, si on regarde l'état de l'art aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, dans la création grâce à l'intelligence artificielle, on a ça. Ici, par exemple, on a 14 000 images. Ici, on en a 75 000 et ici, on en a 3 000. Et donc là, je me retrouve face à l'idée que je suis juste face à un problème mathématique que je ne pourrais résoudre. Et c'est alors que j'ai eu l'idée des enfants. En effet, un bébé a des réflexes à la naissance. Il a les réflexes myotatiques, par exemple. Donc, on a tous déjà eu cette expérience lorsque l'on va chez le médecin. Et lorsque l'on donne un coup sur le genou, on a en effet la jambe qui bouge. Ce sont des réflexes qui sont inhérents à notre condition humaine. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de donner des réflexes à mon intelligence artificielle, autrement dit, des conditions qui soient indépendantes de son bon vouloir, qui permettent de contrôler la création, mais en même temps, qui ne soient pas subjectives à ma personne. Autrement dit, par exemple, tout d'abord, la mauvaise résolution. Bon, alors je me suis dit, on va utiliser un réseau neuronal
qui a été inventé en 2014 par l'Institut de Max Planck, qui permet de faire passer d'un état pixelisé à dépixelisé. Du coup, on obtient ça. Encore, c'est une tâche. Et il n'y a pas, on a l'idée de Basquiat, autrement dit, on voit le petit personnage noir, mais on n'a pas ce sens de Basquiat. Du coup, j'ai un peu cherché sur Internet si on pouvait avoir des choses, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui existait depuis longtemps. C'est rajouter des filtres. Autrement dit, pouvoir prendre le style d'une image et le rajouter au contenu. Et c'est sur ça que j'ai réussi à pouvoir obtenir quelque chose d'un peu plus précis. Mais alors là, il y a un problème, parce que là, c'est avec une seule image. Moi, j'en ai 76 des images. Du coup, il a fallu que à chaque création de contenu, je rajoute le style de Basquiat. Autrement dit, donc là, j'avais deux possibilités. Soit je cherchais le style commun, créer une sorte de style commun, soit je rajoutais le style de chaque image à ma création. Le problème, c'est que si je cherche un style commun, je suis obligé de passer par un raisonnement subjectif. Or, le raisonnement subjectif est l'ennemi de toute création informatique. Je ne veux pas rentrer dans la subjectivité. Je veux pouvoir avoir une sensibilité, mais je ne veux pas avoir une subjectivité. Oui, je ne veux pas avoir une subjectivité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les photos de Basquiat et je les ai à chaque fois ajouté le style d'une création de Basquiat à mon contenu. Et en réalisant ça, on obtient. Donc, oui, pardon. Et du coup, le problème, c'est qu'après, j'ai plein de photos. Mais comment je fais pour savoir celle qui ressemble le plus à Basquiat? Vous vous souvenez du fameux discriminant, le copain qui n'arrête pas de nous embêter en disant que ça ne ressemble pas suffisamment? Et bien justement, c'est cette même personne qu'on va réutiliser pour pouvoir savoir quelle est l'image qui ressemble le plus à celle de Basquiat. Et du coup, on passe du contenu au style. Et alors, ce qui est réellement intéressant avec cette image, c'est que moi, je n'ai pas enseigné à mon intelligence artificielle à écrire. Je ne lui ai pas enseigné, je ne lui ai pas appris les couleurs que Basquiat utilisait. Je n'ai rien appris de tout ça. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est qu'on peut même voir le début d'écriture comme ici, on peut lire Alien. On voit qu'il y a un début d'apprentissage de l'écriture. Or, je ne lui ai pas appris à écrire, je lui ai appris le style de Basquiat. Or, Basquiat a un style très précis et écrit énormément sur ses peintures. Et c'est ça qui est réellement intéressant, c'est que du coup, par tout cet assemblage, donc tout d'abord, trouver les bonnes données, essayer de pouvoir mieux interpréter des données, créer une nouvelle image, optimiser le résultat et enfin sélectionner la meilleure image, j'ai réussi à créer quelque chose qui auparavant n'avait jamais été possible. Autrement dit, pour faire tout simple, je suis la première personne à avoir réussi à créer un GAN avec seulement 76 images. Ceci n'avait pas été réalisé jusqu'à ce jour, et encore moins avec d'aussi bonne qualité. Vous avez vu les images avec 14 000 exemplaires. Et bien justement, lorsqu'on la compare entre Bellamy et moi, la différence c'est que Bellamy, justement, c'est une somme de portraits différents, avec des artistes différents. Moi, c'est l'intériorité de Basquiat. Et c'est ça qui est très, très différent. Alors du coup, si nous revenons à nos 3 points d'entretien. Tout d'abord, l'intelligence artificielle permet de révéler l'intériorité de la donnée. C'est ça qui est réellement intéressant. En effet, comme je vous ai montré, ici, il y a le mot alien qui arrive à revenir. Or, ce n'est aucunement une subjectivité de ma part qui a mené à la création de ce mot. C'est uniquement le raisonnement logique de l'intelligence artificielle qui a amené à ça. Ça, c'est réellement l'un des pouvoirs de l'intelligence artificielle. Le deuxième permet de créer des systèmes autonomes, mais dont la résultante est singulière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le résultat de la création de mon intelligence artificielle est unique. Si je relance mon algorithme, il aura à nouveau appris. Du coup, sa création sera différente. Ainsi de suite. C'est pour ça que c'est dit une intelligence. Parce qu'on ne peut prédire à l'avance le résultat. Enfin, pour qu'une intelligence artificielle soit réellement performante, il faut que sa constitution soit phénoménologiquement réfléchie.
Autrement dit, il faut réfléchir dans l'intériorité de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur a voulu faire? Il faut réfléchir comme un artiste, par exemple. Ici, il a fallu que je réfléchisse au contenu que voulait donner Basquiat, ainsi qu'au style que souhaitait donner Basquiat. Et ceci, je ne devais pas le faire encore une fois de façon subjective, mais bien de façon objective. Le deuxième point qui est extrêmement important à notre époque, c'est la stratégie de la donnée. Ne pas tomber dans la facilité de l'abondance. On l'a bien vu par exemple avec les photos à 14 000, à 25 000, à 75 000 et à 3 000. Ce n'est pas tant l'abondance qui a fait qu'il y a eu un résultat, mais c'est bien la réflexion sur la donnée qui a permis d'avoir ce résultat. Si mon devoir a été reconnu justement par l'Université de Thaïlande, c'est qu'avec très très peu de données, mais un raisonnement sur ces données, j'ai pu avoir un résultat prenant et concluant. C'est pour ça qu'il faut réfléchir phénoménologiquement sur le traitement qui va être réalisé sur la donnée. Je ne pouvais pas me permettre, par exemple, de dire, voilà, Basquiat n'utilise que ces couleurs-là. Dans ce cas-là, je veux que mon intelligence artificielle n'utilise que ces couleurs-là. Parce qu'en faisant ça, je limite la créativité. Imaginons que 3 ans plus tard, Basquiat ait choisi de réaliser que des œuvres en rose. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le style de Basquiat. Donc, ça se trouve, dans 3 ans, Basquiat aurait fait ça. Et si je limite la créativité de mon intelligence artificielle, dans ce cas-là, je rentre en contradiction avec le raisonnement et l'intériorité de ce qui va être créé. Et c'est pour ça que ce qui est très important, c'est que les données doivent devenir des connaissances et ne peuvent donc être prises indépendamment du raisonnement. Connaissance, ça veut dire quoi? Con et chéri, faire partie d'eux. Les données doivent faire partie du raisonnement. Aujourd'hui, on a trop tendance à voir les données comme étant juste des chiffres. Non, 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 non. Les données sont des résultantes. C'est pour ça qu'on cherche des corrélations. Elles ne sont pas juste elles ne sont pas juste des implications, elles sont souvent des corrélations. Et donc, on doit réfléchir par un raisonnement humain, mais avec une rigueur logique. Et ça nous ramène donc au dernier point. Et sur le point qui a permis justement de relever ce défi avec Basquiat, c'est l'importance de l'humain. La subjectivité est la clé pour l'élaboration d'intelligence artificielle, mais c'est également le fléau pour sa construction. En effet, si j'avais juste réfléchi par la voie mathématique, nous serions restés à l'image qui ressemblait à une tâche. Parce que ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui du GAN, de la création d'images par intelligence artificielle. Ça, c'est l'état de l'art. Donc, si je restais à cette simple objectivité mathématique, on n'aurait pas réussi à avoir la singularité de Basquiat. Mais en même temps, la subjectivité peut être le fléau. Le moment où je me suis retrouvé à dire, voilà, est-ce que je cherche à créer un style commun ou bien est-ce que je cherche à mélanger toutes les photos à une photo et de choisir la meilleure? Bah là, je suis obligé de faire un choix subjectif, sensible. Mais c'est pour ça que dans ce choix-là, il faut réfléchir le plus mathématiquement possible. Et c'est vraiment jongler avec ces deux modes de pensée qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on crée une intelligence artificielle, on va pouvoir avoir une intelligence artificielle dite éthique, mais surtout qui va pouvoir être durable. Prenons un exemple tout simple avec la situation actuelle. Pourquoi est-ce que l'Asie, la Chine, s'est retrouvée tout d'un coup débordée par les événements du Covid-19? Pour une raison très simple. La Chine, aujourd'hui, a instauré l'intelligence artificielle partout. Ça, vous le savez, avec la fameuse note sociale, etc. Ils ont dans leur système un moyen pour connaître les priorités parmi les malades. Le problème, c'est que cette priorité est fondée sur un raisonnement mathématique et non pas sur un raisonnement ni subjectif, ni logique. Autrement dit, par un raisonnement. Ce qui a fait que d'un coup, ils se sont retrouvés débordés parce qu'ils ne savaient plus, parce que l'intelligence artificielle a commencé à rédiger des cas trop graves. Autrement dit, ils ont commencé à prendre tous les éléments du Covid en priorité sans réfléchir à la subjectivité. Et du coup, ils se sont retrouvés d'un coup submergés par un cas qui aurait pu être optimisé par un outil d'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est justement le troisième point qui nous fait le lien direct.
Une intelligence artificielle, c'est un système. Une intelligence artificielle est un système autonome et évolutif, dont la résultante est imprévisible, ce qui a pour effet de créer une relation de pouvoir. À partir du moment où mon intelligence artificielle crée quelque chose dont je ne peux connaître à l'avance le résultat, ça crée une imprévisibilité. Il est donc essentiel aujourd'hui de réfléchir à l'élasticité que l'on souhaite donner à l'imprévisibilité d'une IA. Par exemple, c'est ce qui a permis à l'image que j'ai montrée tout à l'heure, qui a créé mon intelligence artificielle, de pouvoir afficher le mot alien. C'est cette élasticité dans l'imprévisibilité. Et du coup, on arrive au plus grand défi. C'est paradoxalement concevoir une intelligence artificielle de la façon la plus raisonnée possible, plutôt que de tomber dans la facilité des calculs. Autrement dit, un véritable ingénieur en intelligence artificielle, ce n'est pas celui qui va connaître tous les théorèmes, toutes les lois, c'est celui qui va pouvoir comprendre l'intériorité d'un problème. Quel est le vrai problème et pouvoir enseigner à un système à apprendre. Comment tu vas pouvoir apprendre? Est-ce qu'il est plus intéressant que je t'apprenne la concordance des couleurs ou bien que je t'apprenne que ces œuvres d'art ont réussi, par exemple? Quel est le plus important? Arriver à donner une subjectivité, une sensibilité au système que je crée et donc gérer la créativité, ou bien tomber dans la facilité de créer un système qui n'a qu'une petite marge de créativité, mais qui va nous donner des résultats plus ou moins probants. Alors du coup, ceci servait d'introduction, évidemment. Je cherchais à vous donner l'appétit sur ce qu'est l'intelligence artificielle et passer par un chemin dont on parle rarement, le côté réellement humain derrière le cliché du mathématicien Pygmalion. Alors, j'espère sincèrement que cette introduction vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vouloir en savoir plus. Si c'est le cas et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter moi, soit sur le mail que vous avez ici, soit par Facebook avec Augustin Morieux, soit partout, si je suis un peu sur tous les réseaux sociaux, ou sur Féminin Pluriel, dont le mail est en bas de l'écran. Et nous nous retrouverons en théorie au mois d'octobre avec la directrice du schéma pour cette fois-ci approfondir d'autres palettes de l'intelligence artificielle. Alors j'espère sincèrement que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous une très très bonne journée et une très très bonne fin de confinement. Au revoir.